Mon frère m'annonce par SMS son emménagement chez moi, avec l'accord de notre mère. J'ai refusé. Il a forcé l'entrée, j'ai appelé la police. Face à son insistance, j'ai obtenu une ordonnance d'éloignement permanente. Je m'appelle Julien L. Hervé. J'ai 34 ans. Ce n'était pas une question, ni une requête, ni même le genre de message à moitié suppliant, à moitié culpabilisant que ma famille utilisait habituellement lorsqu'elle voulait quelque chose de moi. C'était une déclaration. Julien, nous emménageons vendredi. Maman est déjà d'accord. Désencombre la chambre d'amis. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute. L'écran brillant dans l'obscurité tandis que mon cerveau essayait de rattraper l'audace pure de ce que je lisais. Nous emménageons. Pas un pouvons-nous rester un peu, pas un ça te dérange de nous aider. Juste une déclaration comme si ma maison était déjà la sienne et que j'étais la dernière personne informée. Je me suis redressé dans mon lit et j'ai relu. Puis j'ai fait défiler nos messages, en partie pour m'assurer que je ne perdais pas la tête. En partie parce que le contexte est important lorsque quelqu'un décide soudainement que votre vie est disponible pour être prise d'assaut. Le dernier message avant celui-ci datait de 3 mois, lorsque mon frère m'avait emprunté mon SUV et l'avait ramené avec un réservoir vide et une nouvelle bosse sur le panneau latéral dont il jurait qu'elle était là avant. Avant cela, c'était 6 mois plus tôt, quand il avait demandé de l'argent pour des réparations de voitures, puis avait publié des stories depuis un casino 2 jours plus tard, avec des jetons à la main et un sourire stupide sur le visage. Et maintenant, soudainement, il emménageait. Avec qui? C'était la première question qui me venait à l'esprit. Sa petite amie, leurs enfants, un tas de promesses aléatoires qu'il avait probablement déjà faites à d'autres personnes en utilisant mon adresse comme si elle lui appartenait. Je savais comment il fonctionnait. Il vivait comme si les conséquences étaient temporaires et que les ressources des autres étaient une propriété commune. S'il disait « nous », cela signifiait généralement tout ce qu'il entraînait dans mes problèmes. Je l'ai appelé. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, messagerie vocale. J'ai rappelé. Même chose. À la 3e tentative, il a décroché. De la musique passait à fond en arrière-plan. Je pouvais entendre des rires, des verres qui s'entrechoquaient et quelqu'un qui criait au-dessus d'une télévision. « Yo, quoi de neuf, Julien ? Qu'est-ce que ce texto signifie, bordel ? Quel texto ? » Il semblait sincèrement confus, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires, comme s'il l'avait envoyé, l'avait oublié, et avait continué sa soirée. Celui à propos du fait que nous emménageons vendredi. Ce vendredi. Ah oui, dit-il, comme si je lui rappelais un dîner. C'est fou, non? Moi et Bérénice avons besoin d'un endroit pour quelques mois. Maman a dit que ta chambre d'amis était juste là, de toute façon. J'ai serré le téléphone plus fort. Maman a dit. Oui, elle m'a dit que ça ne te poserait pas de problème. Je n'ai jamais parlé à maman de ça. Eh bien, elle a dit qu'elle te parlerait. Je ne sais pas, Jess. L'important, c'est que nous ayons un endroit où atterrir et que tu as de la place. C'est la famille. Tu ne vas pas dire non. Voilà. Ce mot, famille. Le bélier. Ils l'avaient utilisé toute ma vie chaque fois qu'ils avaient besoin que je sacrifie quelque chose pour qu'ils n'aient pas à faire face aux conséquences de leurs propres décisions. Quand papa avait besoin de quelqu'un pour co-signer un prêt parce que son crédit était ruiné. Famille. Quand ma sœur avait besoin d'une garde d'enfants gratuite chaque week-end parce qu'elle méritait une pause. Famille. Quand mon frère avait accidenté sa première voiture et voulait que quelqu'un mente à la compagnie d'assurance. Famille. Et maintenant, apparemment, famille signifiait que je devais céder une partie de ma maison parce qu'il avait décidé d'un nouveau départ que personne ne m'avait demandé de financer. Kevin, dis-je, forçant ma voix à baisser pour qu'elle soit calme. Je ne gère pas une maison de transition. Waouh, dur. Nous avons juste besoin d'environ 3 mois, 4 au maximum, peut-être 6 si le truc de l'emploi de Bérénice ne fonctionne pas. 3 à 6 mois. Le genre de mensonge que les gens racontent quand ils envisagent déjà une résidence permanente. Nous nous remettons sur pied, ajouta-t-il. Nouveau départ. Tu sais comment c'est. Non, je ne savais pas comment c'était. Parce que quand j'avais besoin d'un nouveau départ à 23 ans, personne ne m'avait offert de chambre d'amis.
J'ai dormi dans ma voiture pendant 2 mois et j'ai travaillé en double vacation jusqu'à ce que je puisse me payer un studio avec des cafards dans les placards et une porte de salle de bain qui ne fermait pas complètement. J'ai appris à quoi ressemblait un recommencement quand personne ne me traitait comme une urgence qu'il devait résoudre. Alors, non, je ne savais pas ce que c'était que d'assumer nonchalamment que quelqu'un d'autre devait réorganiser sa vie parce que vous étiez à court d'options. Tu ne peux pas simplement emménager dans ma maison. Pourquoi pas? Tu vis seul. Tu as de la place. Et maman a déjà dit. Maman n'habite pas ici. Elle n'a pas à prendre cette décision. Silence. Puis sa voix a changé. Pas plus fort, juste plus méchant. Tu fais sérieusement ça maintenant? Après tout ce qui s'est passé. J'ai ri une fois sous ma respiration. Après tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Tu sais ce que ça veut dire. Nous sommes une famille. On aide la famille. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un malentendu. Il croyait sincèrement qu'il avait droit à ma maison parce qu'il partageait mon ADN et parce que notre mère avait probablement encouragé cette illusion. Je te rappellerai, dis-je et raccroché avant qu'il ne puisse transformer ça en une querelle. Mon téléphone s'est allumé presque immédiatement. Julien, Kevin dit que tu es difficile. Il a juste besoin d'aide. Ne sois pas égoïste. Kevin, laisse tomber, mec. On trouvera une solution. Merci pour rien. Papa, ta mère est contrariée. Appelle-la. J'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, sur le lit et je suis resté assis là dans le noir, pensant à la maison que j'avais achetée il y a 3 ans. Pas hérité, pas donné, acheté. Avec l'argent que j'avais économisé en travaillant 60 heures par semaine comme chef de projet pour une entreprise de construction commerciale. Avec un acompte que j'avais réuni en mangeant mal, en refusant des vacances et en n'achetant jamais rien qui n'était pas essentiel. Avec une hypothèque que je payais chaque mois à temps, seul. La mienne. Chaque centimètre carré. La soi-disant chambre d'amis que mon frère voulait était mon bureau à domicile. Mon bureau y était. Mes dossiers, mon deuxième moniteur, la pièce où je travaillais de chez moi 2 fois par semaine et où je restais parfois tard le soir pour finir des rapports pendant que le reste de la maison restait calme. Mais pour lui, elle était juste là. Pour ma mère, c'était de l'espace inutilisé. Pour eux deux, ma vie était une matière première pour leur commodité. Je suis sorti du lit, je suis descendu et j'ai préparé du café à minuit comme un fou. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de raisons pour dire non. Une liste de ce que je devais faire pour m'assurer qu'un non signifiait quelque chose, car je connaissais ma famille. Je savais qu'une limite pour eux n'était qu'une ouverture de négociation. Je savais qu'une porte verrouillée n'était pas une réponse finale. C'était un défi. Et si je voulais protéger ce que j'avais construit, les mots ne suffiraient pas. À 2 heures du matin, j'avais un plan. Et pour la première fois depuis que ce message avait atteint mon téléphone, je n'étais plus choqué. J'étais prêt. Le lendemain matin, j'ai arrêté de traiter cela comme un désaccord familial et j'ai commencé à le traiter comme un problème de sécurité. Ce changement a tout modifié. J'ai appelé ma société de sécurité domestique avant même d'avoir fini mon café. Bonjour, je dois mettre à niveau mon système, dis-je. Couverture complète du périmètre, caméra, capteur de mouvement, capteur de fenêtre, capteur de porte, tout le nécessaire. Le type au téléphone semblait bien trop joyeux pour 9 heures du matin. Vous planifiez un voyage? Quelque chose comme ça? Il a ri. Nous pouvons envoyer un technicien demain après-midi. Parfait. Le prochain appel était pour Daniel. Daniel était un ami du travail, le genre d'homme qui connaissait les codes du bâtiment, le langage des baux et toutes les échappatoires possibles du droit immobilier, de la même manière que certaines personnes connaissent les statistiques de football. Nous avions travaillé ensemble sur quelques projets commerciaux, et s'il y avait quelqu'un en qui je faisais confiance pour me dire exactement à quel point les choses pouvaient devenir laides, c'était lui. Question hypothétique, dis-je quand il répondit, si quelqu'un essaie d'emménager chez toi sans permission, quelle est la démarche légale? Il rit immédiatement. Ce n'est pas hypothétique. C'est une violation de propriété. Et si c'est de la famille qui s'introduit? Et s'ils prétendent qu'ils avaient la permission? L'as-tu donné? Non. Alors ils ne l'avaient pas.
Et s'ils essaient d'entrer quand même, tu appelles les flics. Le lien de parenté ne donne pas à quelqu'un des droits de propriété. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai laissé cela s'installer. Cela aurait dû être évident. Mais lorsque toute votre famille a passé des années à agir comme si vos limites étaient des problèmes émotionnels au lieu de limites réelles, entendre quelqu'un le dire aussi clairement semble presque révolutionnaire. Tu veux que je rédige quelque chose d'officiel ? Demanda Daniel. Mise en demeure. Ça a l'air légal. Ça sonne effrayant. Bonne première étape. Peut-être, dis-je. Laisse-moi voir comment vendredi se déroule d'abord. Il émit un son bas, comme s'il connaissait déjà la réponse. Ça ressemble à une histoire. C'en est une. J'offre les bières quand c'est fini. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Pas exactement. J'étais alerte, concentré. Il y a quelque chose d'étrangement calmant dans le fait d'atteindre le point où vous arrêtez d'espérer que les gens feront ce qu'il faut et commencez à vous préparer à ce qu'ils feront réellement. Mercredi après-midi, le technicien de sécurité est arrivé. Gentilhomme, la quarantaine, yeux calmes, le genre de personne qui avait certainement vu des choses et appris à ne pas poser de questions inutiles. Alors, vous voulez des caméras à chaque point d'entrée, demanda-t-il, jetant un coup d'œil autour de lui pendant qu'il déballait ses outils. Chacun d'eux. Porte d'entrée, porte arrière, garage, entrée latérale, fenêtre du rez-de-chaussée. Oui. Il me regarda une seconde. Vous vous attendez à des ennuis? Je lui ai offert un petit sourire. Disons que c'est de l'entretien préventif. Cela lui fit sourire. J'aime votre style. Cela prit 4 heures. Quand il est parti, ma maison ressemblait moins à un foyer et plus à une frontière bien défendue. 4 caméras extérieures, capteurs de mouvement, alarme de fenêtre, un panneau de contrôle près de la porte d'entrée avec un code que seul moi connaissais, une application téléphonique qui me permettait de tout voir en temps réel. La caméra de la sonnette était ma préférée. Vidéo nette, vision nocturne, audio bidirectionnel. Je pouvais voir exactement qui était à ma porte et leur parler sans jamais ouvrir. Tout est prêt, dit-il, me tendant un dossier. Si un capteur se déclenche, vous recevez une alerte. Si l'alarme se déclenche, le système vérifie et contacte les forces de l'ordre. Forfait premium. Réponse complète. Parfait. Après son départ, j'ai tout testé. Porte d'entrée ouverte. Alerte. Porte arrière ouverte. Alerte. J'ai armé le système. J'ai ouvert la porte à nouveau, et l'alarme a retenti dans la maison si fort qu'elle a failli me faire sauter les dents. Mon téléphone s'est illuminé de notifications. J'ai désarmé et je suis resté là dans le silence qui a suivi, ressentant quelque chose d'assez ridicule. De la satisfaction. Puis j'ai fait quelque chose de mesquin. Je suis allé dans les paramètres de la sonnette et j'ai activé la fonction de salutation. Maintenant, quiconque montait sur mon porche entendrait un message préenregistré. Je suis resté là 1 minute à penser au premier mot que je voulais qu'il soit. Quelque chose de court, poli, cristallin. Alors, je l'ai enregistré. Bonjour, vous avez atteint la résidence privée. Si vous n'avez pas de rendez-vous, veuillez partir. Souriez. Vous êtes filmé. Je l'ai réécouté 2 fois et j'ai souri pour moi-même. Jeudi matin, ma mère a appelé. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle m'a laissé un message de 3 minutes qui a réussi à sonner offensé, déçu et moralement supérieur tout à la fois. Il commençait par « Je n'arrive pas à croire à quel point tu es difficile » et se terminait par « La famille est censée rester soudée ». Aucune mention de m'avoir demandé, aucune mention de consentement, aucune reconnaissance que la maison en question était la mienne, juste de la frustration que je ne coopérais pas au scénario. Je l'ai supprimé. Puis Kevin a envoyé un SMS, « Alors, tu vas vraiment faire ça ? Nous mettre à la rue ?» À la rue, comme s'il n'était pas encore dans un appartement à cet instant précis. Comme si Bérénice n'avait pas de parents, comme si son échec à planifier s'était transformé en mon urgence morale. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rappelé Daniel. J'ai besoin de la mise en demeure. Son rire est venu rapidement. Je le savais. Tu veux que ce soit officiel? En-tête légale, formulation claire, assez d'attitude pour leur faire transpirer. Exactement. Fait.
Je l'aurai pour demain matin. Pour qui? Mon frère et ma mère. Il y eut une pause. Ta mère? C'est elle qui lui a dit qu'il pouvait emménager sans me demander. Daniel laissa échapper un sifflement bas. Drame familial. Mon genre préféré quand ça arrive à quelqu'un d'autre. Vendredi matin, je me suis réveillé à 6 heures, j'ai imprimé 2 copies de la mise en demeure sur le plus beau papier que je possédais. Je les ai lus attentivement. La formulation était belle, froide, précise, claire au point que même ma famille devrait faire des efforts pour prétendre avoir mal compris. Toute entrée ou occupation non autorisée de cette propriété sans autorisation écrite expresse du propriétaire constitue une violation de propriété selon la loi de l'État. Toute tentative d'entrée, de rester ou de revendiquer une résidence à cette adresse entraînera un contact immédiat avec les forces de l'ordre. Cette propriété est surveillée par une vidéosurveillance active. Toute activité non autorisée sera enregistrée et documentée. J'ai mis les 2 copies dans des enveloppes et je les ai laissées près de la porte. Puis j'ai vérifié mon téléphone. L'application Ring montrait que tout était calme, pas de mouvement, pas d'alerte. J'ai armé le système, pris mon sac et quitté la maison. Mais je ne suis pas allé travailler. J'ai conduit à 3 pâtés de maison jusqu'à un café, commandé le plus grand café glacé qu'il vendait, me suis assis près de la fenêtre, ouvert mon ordinateur portable et j'ai attendu. Parce que selon Kevin, ils emménageaient aujourd'hui. Et s'il y avait une chose que je savais sur les gens qui se sentent légitimes, c'était celle-ci. Ils pensent toujours que la confiance peut remplacer la permission. Je voulais une place au premier rang lorsque la réalité corrigerait cette hypothèse. À 10h47, mon téléphone a vibré avec l'alerte que j'attendais. Mouvement détecté à la porte d'entrée. J'ai immédiatement ouvert l'application Ring, et là ils étaient. Kevin debout sur mon porche comme s'il en était propriétaire, un sac de sport sur l'épaule, Bérénice à côté de lui avec 2 valises surchargées, et derrière eux, garé comme une déclaration, un camion de déménagement UL occupant la moitié de mon allée. Ils n'étaient pas venus demander. Ils étaient venus prendre. Kevin s'est approché de la sonnette et l'a pressée. Et pile à l'heure, mon message préenregistré a joué à travers le haut-parleur. Bonjour, vous avez atteint une résidence privée. Si vous n'avez pas de rendez-vous, veuillez partir. Souriez. Vous êtes filmé. Il a regardé la caméra, plissant les yeux comme s'il essayait de comprendre si c'était réel, puis a fait un signe de la main paresseux. Yo, c'est moi. Ouvre. J'ai appuyé sur le bouton audio. Kevin, tu n'es pas le bienvenu ici. Pars. Il recula comme si je l'avais physiquement poussé. Qu'est-ce que c'est que ça, Julien? On a conduit 3 heures. Je t'ai dit non, dis-je. Tu m'as ignoré. Maintenant, tu te trouves en situation d'introduction frauduleuse. Il a ri comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. Introduction frauduleuse? C'est la famille. C'est ma maison, dis-je, gardant ma voix stable. Et tu n'as pas la permission d'être ici. Bérénice s'est alors avancée, les bras croisés, le menton levé comme si elle avait répété ça dans la voiture. C'est de la folie. Ta mère a dit. Ma mère ne possède pas cette maison, les jeux interrompus. C'est moi. Vous avez 10 secondes pour partir avant que j'appelle la police. Le visage de Kevin a changé, le rouge montant à son cou. Tu ne plaisantes pas. 10. Il a sorti son téléphone, tapant vite, probablement en courant directement vers maman comme si c'était un malentendu qu'elle pourrait arranger. Oui. Bérénice lui a attrapé le bras. Kevin, allons-y. Non, claqua-t-il, la secouant. 6. Mon téléphone a vibré avec un message de maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-les entrer. 4. Kevin a attrapé la poignée de porte et a essayé de la tourner. Verrouillée. Il l'a secouée plus fort, puis a commencé à frapper à la porte comme si la seule force allait changer la réponse. Ouvre la porte. 2. J'ai appuyé sur l'alerte sur l'application. L'alarme a explosé dans la maison et dans la rue. Forte, stridente, impossible à ignorer. Mon téléphone s'est illuminé instantanément. Alerte. Alarme déclenchée. Les forces de l'ordre ont été averties. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil au café, j'ai soulevé ma tasse et j'ai pris une longue gorgée comme si j'avais tout le temps du monde.
Parce qu'à ce moment-là, c'était le cas. Pour une fois, je ne réagissais pas. Je regardais. La police est arrivée en 6 minutes. J'ai tout regardé via mon téléphone comme s'il s'agissait d'un flux en direct que j'avais mis en place pour moi-même. Kevin criait encore à la porte lorsque la voiture de patrouille est arrivée. Bérénice s'était retirée sur le trottoir, le téléphone pressé contre son oreille, faisant les 100 pas. 2 agents sont sortis, un plus âgé, un plus jeune, tous deux avec le genre d'expression qui disait qu'ils avaient vu cette situation exacte plus de fois qu'ils ne voulaient s'en souvenir. « Monsieur, éloignez-vous de la porte » dit l'officier le plus âgé. Kevin s'est retourné, la frustration débordant. « Enfin. C'est la maison de ma sœur. Elle nous a enfermés dehors. »« La maison de votre sœur » demanda l'agent. « Oui, nous emménageons. Elle a dit que nous pouvions. » J'ai failli sourire. L'agent a légèrement incliné la tête. « Elle a dit que vous pouviez. »« Eh bien, notre mère a dit qu'elle le pouvait. » Kevin a corrigé comme si cela rendait les choses meilleures. « Ce n'est pas la même chose, » dit l'agent sèchement. J'ai fermé mon ordinateur portable, payé mon café et je suis retourné chez moi. Regarder était une chose. Être là pour la fin en était une autre. Quand je suis arrivé dans mon allée, la scène avait changé. Kevin et Bérénice se tenaient maintenant sur le trottoir, le camion U-Haul bloquant toujours une partie de la rue. Une voisine de l'autre côté regardait par sa fenêtre. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché calmement. « Bonjour » dis-je, faisant un signe de tête aux agents. « Je suis le propriétaire. » L'agent plus âgé s'est tourné vers moi. « Vous avez déclenché l'alarme. »« Le système l'a fait » dis-je. « Mais oui. » Kevin s'est avancé immédiatement. « Regarde, c'est ma sœur. Dis-leur que c'est un malentendu. » Je ne l'ai même pas regardé. J'ai regardé l'agent. Ce n'est pas le cas. Ils se sont présentés sans permission, ont tenté d'entrer et ont refusé de partir quand on leur a dit. Ce n'est pas ce qui s'est passé, claqua Kevin. J'ai une vidéo, dis-je déjà, sortant mon téléphone. Caméra de sonnette, audio et vidéo horodatées. Le plus jeune agent a hoché la tête. Montrez-la. J'ai joué l'enregistrement. Kevin sur le porche. Le message, l'avertissement, sa main sur la porte, les coups, le refus. L'officier plus âgé a regardé sans interrompre, puis a regardé Kevin. C'est une intrusion. La bouche de Kevin s'ouvrit, puis se referma. Mais c'est ma sœur et c'est sa propriété, répondit l'agent. Elle t'a dit de partir. Tu n'es pas parti. C'est une introduction frauduleuse. La voix de Bérénice se brisa alors. Nous avons conduit 3 heures. Nous n'avons nulle part où aller. L'expression de l'agent s'adoucit juste un peu. Madame, je comprends, mais cela ne vous donne pas le droit d'entrer chez quelqu'un d'autre. Elle s'est tournée vers moi. Pouvez-vous juste lui parler? C'est votre frère. J'ai maintenu son regard. J'ai déjà essayé. L'agent m'a regardé à nouveau. Voulez-vous porter plainte? Tout devint silencieux. Julien, allez. Pendant une seconde, j'y ai pensé, à pousser jusqu'au bout, à forcer des conséquences qui ne pourraient pas être négociées lors du prochain dîner de fête. Mais j'ai aussi vu la réaction en chaîne qui suivrait. Date d'audience, famille se divisant en camps, des années de bruit. Pas aujourd'hui, dis-je. Mais s'ils reviennent, je le ferai. L'agent hocha la tête. Compris. Vous deux devez partir maintenant. Ne revenez pas sur cette propriété sans permission. Si vous le faites, vous serez arrêté. Kevin n'a pas discuté cette fois. Il ne pouvait pas. La performance s'était effondrée. Il n'y avait plus de public à convaincre. Ils sont montés dans le camion et sont partis. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste de la colère qui s'échappait comme des gaz d'échappement. L'officier plus âgé m'a tendu une carte. Si elles reviennent, appelez ce numéro. Référencez l'incident. Nous l'aurons dans nos dossiers. Je le ferai. Ils sont partis et la rue est lentement revenue à la normale comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé, car pour la première fois de ma vie, j'avais dit non. Et cela avait réellement signifié quelque chose. Après le départ de la police et que la rue soit revenue à son calme habituel,
je suis resté dans mon allée un moment plus long que nécessaire, juste pour laisser entrer le fait qu'ils avaient réellement essayé. Pas insinuer, pas demander, pas négocier, essayer de prendre. Et pourtant, je savais que ce n'était pas la fin. Avec des gens comme ma famille, on n'a pas une seule tentative. On a des vagues. Mon téléphone l'a confirmé en quelques minutes. Appels, SMS, notifications manquées s'empilant les unes sur les autres comme une pression croissante. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je n'avais pas besoin d'entendre le scénario. Je le connaissais déjà. Déception, culpabilité, famille, sacrifice. Les mêmes mots réarrangés en formes légèrement différentes. Environ 1 heure plus tard, ma sonnette retentit à nouveau. Je n'ai pas bougé vers la porte. J'ai ouvert l'application Ring. Maman debout sur mon porche dans ses vêtements d'église, tenant un plat de casserole comme si elle s'apprêtait à entrer pour le dîner du dimanche au lieu de l'après-coup d'une tentative d'entrée forcée échouée. Le caractère normal de la scène était presque impressionnant, comme si elle croyait que la simple présentation pouvait réinitialiser la réalité. J'ai appuyé sur l'audio. Maman, ce n'est pas le bon moment. Elle a regardé directement la caméra, son expression se durcissant dès qu'elle a réalisé qu'elle n'allait pas avoir la porte. Ouvre la porte, Julien. Nous devons parler. Il n'y a rien à discuter. Sa mâchoire s'est serrée. Tu as appelé la police pour ton frère. Il y a beaucoup à discuter. Il a essayé de cambrioler ma maison. Il essayait d'emménager comme je lui avais dit qu'il ne le pouvait pas. J'ai laissé échapper un souffle, lent et contrôlé. Tu n'as pas le droit de prendre cette décision. Son visage a changé alors. Pas de manière spectaculaire, juste assez. La douceur a disparu. L'autorité s'est manifestée. Je suis ta mère, dit-elle. Ouvre cette porte. Cette phrase avait l'habitude de fonctionner sur moi. Pas parce qu'elle avait du sens, mais parce qu'elle avait été renforcée au fil des ans. Un raccourci vers la conformité, un ordre enveloppé dans l'identité. Mais debout là à la regarder à travers une caméra au lieu d'être à l'intérieur du même espace émotionnel, cela sonnait différemment. Cela sonnait comme de l'arrogance. Non, dis-je. Elle a cligné des yeux. Pardon? Non, répétai-je. Tu n'as pas la permission d'être ici. Tu dois partir. Elle a fixé la caméra comme si elle venait d'entendre quelque chose d'impossible. Comme si j'avais enfreint une règle qu'elle ne savait pas pouvoir être enfreinte. Je ne pars pas tant que nous n'en avons pas parlé, dit-elle, sa voix prenant ce ton froid que je reconnaissais de l'enfance. Celui qui signifiait des conséquences. J'ai appuyé légèrement sur le bouton de l'alarme, laissant le système sonner juste assez pour marquer le point. C'est l'alarme, dis-je. Si tu ne pars pas, je vais l'activer. Elle recula légèrement, instinctivement, ses yeux se déplaçant vers la porte comme si elle s'attendait à ce qu'elle réponde à son autorité. Tu ne ferais pas ça. Je viens d'appeler la police pour Kevin, dis-je. Et c'est moi. Pendant un instant, quelque chose de réel a clignoté sur son visage. Pas de colère, pas de contrôle. Quelque chose de plus proche de la confusion. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demanda-t-elle doucement. Tu étais une si bonne fille. Voilà. Bonne, obéissante, disponible, facile à utiliser. J'ai grandi, dis-je. Le silence s'étira entre nous. Puis elle posa le plat de casserole sur le porche, plus fort que nécessaire, le couvercle cliquetant contre le plat, comme si même ce petit acte devait avoir du poids. Très bien, dit-elle, mais ne viens pas pleurer auprès de moi quand tu auras besoin de quelque chose. Je ne viendrai pas. Elle resta là 1 seconde de plus, comme si elle s'attendait à ce que je change d'avis à la dernière seconde. Je ne l'ai pas fait. Elle s'est retournée, et retournée à sa voiture, est partie, et en un clin d'œil, la maison était à nouveau calme. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. J'ai laissé la casserole là, visible à travers le flux de la caméra, comme une sorte d'offrande que j'avais refusée. Elle est restée là pendant 1 heure. Puis j'ai ouvert la porte, j'ai ramassé le plat sans regarder à l'intérieur, et je l'ai jeté directement à la poubelle. Aucune hésitation, aucune curiosité, aucune culpabilité. Le reste de l'après-midi s'est écoulé sans interruption. Plus de visiteurs, plus de tentatives, juste le silence s'installant dans les murs, le genre qui semble mériter. J'ai commandé une pizza, me suis assis sur mon canapé,
regarder quelque chose de stupide, juste pour donner une pause à mon cerveau du calcul constant de ce qui pourrait arriver ensuite. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai dormi, pas légèrement, pas à moitié alerte, mais complètement, sans téléphone à la main, sans tension dans les épaules, aucune partie de moi n'attendant le prochain coup frappé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 27 notifications. Des SMS, des messages vocaux, des messages de parents avec qui je n'avais pas parlé depuis des mois, certains depuis des années. Le réseau s'était activé. Tante Caroline, je prie pour vous deux. Cousine Jeanne, appelez la police pour de la famille, c'est bas. Oncle Robert, ta mère est dévastée. Appelle-la. Grand-mère, que se passe-t-il? Ta mère ne cesse de pleurer. J'ai fait défiler tout cela. J'ai lu chaque mot puis j'ai archivé chaque message sans répondre, car il ne s'agissait pas d'un malentendu. Jamais. Ils avaient déjà décidé qui j'étais dans cette situation. Et pour une fois, je n'allais pas discuter de leur version. J'allais vivre la mienne. Vers midi, la sonnette a retenti à nouveau. Je n'ai même pas soupiré cette fois. J'ai simplement ouvert l'application, m'attendant déjà à une escalade, sachant déjà qu'il n'arrêterait pas à une seule tentative. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était combien d'entre eux se présenteraient en même temps. Kevin. Maman, papa, tante Caroline, et se tenant légèrement sur le côté, une femme que je ne connaissais pas, vêtue d'un blazer et tenant un presse-papier comme si elle s'apprêtait à entrer dans une réunion. Ils avaient amené des renforts. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. J'ai appuyé sur l'audio. Kevin, je t'ai dit de ne pas revenir. Maman s'est avancée immédiatement, se positionnant devant comme si elle dirigeait quelque chose d'officiel. Nous ne partirons pas tant que tu n'auras pas parlé avec nous. Regardez-moi faire, dis-je. Papa a éclairci sa gorge, ce ton familier qu'il utilisait quand il pensait prendre le contrôle d'une situation. Julien, ça va trop loin. Nous avons amené quelqu'un pour nous aider à régler ça. Il a fait un geste vers la femme avec le presse-papier. Elle s'est avancée avec un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. Bonjour, Julien. Je m'appelle Nancy. Je suis conseillère familiale. Je suis ici pour faciliter une conversation productive afin que tout le monde puisse se sentir écouté. J'ai fixé l'écran une seconde. Une médiatrice? Ils avaient amené une médiatrice à ma maison sans me demander, sans permission, sans même comprendre à quel point c'était fou. Je n'ai pas accepté la médiation, dis-je. Nancy a continué de sourire comme si elle l'avait pratiqué devant un miroir. Parfois, les gens ne réalisent pas qu'ils ont besoin d'aide pour communiquer. C'est là que j'interviens. Il n'y a pas de problème de communication, dis-je. J'ai dit non. Ils ont ignoré. Fin de l'histoire. La voix de maman s'est légèrement fissurée, changeant à nouveau de tactique. S'il te plaît, Julien, juste 10 minutes. C'est tout ce que nous demandons. Non. Kevin a levé les mains. C'est ridicule. Tout ça pour une stupide pièce. Ce n'est pas la pièce, dis-je. C'est une question de respect. Quelque chose que tu ne m'as jamais donné. Respect, claqua-t-il. Tu as appelé la police pour moi. Tu as essayé de cambrioler ma maison. Papa s'est avancé, essayant de calmer les choses. Tout le monde, calmez-vous. C'est exactement pour ça que nous devons parler en face à face. Nous ne faisons pas ça, dis-je. J'ai marqué une pause. Puis j'ai compté. 10. Le sourire de Nancy a vacillé pour la première fois. 8. Maman a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. 6. L'expression de papa s'est durcie. Tu fais une erreur. 4. Kevin marmonna quelque chose sous son souffle. 2. Ils n'ont pas bougé. Pas un pas. Alors j'ai composé le 911. Quelle est votre urgence? J'ai plusieurs intrus sur ma propriété qui refusent de partir, dis-je calmement. Il y a eu un incident antérieur hier. Ils ont été avertis de ne pas revenir. J'ai donné l'adresse. Des unités sont en route. Restez à l'intérieur. J'ai raccroché. Puis j'ai regardé droit dans la caméra. La police arrive, dis-je. Vous avez 3 minutes pour partir avant qu'ils n'arrivent et ne vous arrêtent tous. C'est là que tout s'est brisé.
pas d'un coup. En morceaux. Nancy a reculé en premier, le masque professionnel tombant alors que la réalité la rattrapait enfin. Je pense que je devrais partir. Bon choix, dis-je. Elle s'est retournée et a marché rapidement jusqu'à sa voiture, laissant la famille derrière elle sans un mot de plus. Tante Caroline a attrapé le bras de maman. Nous devons y aller. Non, dit maman, la secouant. Il bluffe. Tante Caroline a secoué la tête. Regarde-la. Elle ne bluffe pas. Papa a regardé la caméra, la mâchoire serrée. Tu ferais vraiment ça à ta propre famille. C'est vous qui avez fait ça, dis-je. J'ai établi une limite. Vous l'avez franchie. Au loin, faible mais indéniable, des sirènes. Kevin les a entendus. Nous tous. Papa lui a attrapé le bras. Allez. Et c'est ainsi que tout le groupe s'est désintégré. Pas de discours, pas de mots finaux. Ils se sont dispersés. Voiture démarrant, portière claquant dans 3 directions différentes. Au moment où la police est arrivée, mon allée était vide. Même agent qu'auparavant. L'aîné m'a regardé et a légèrement secoué la tête. De retour? Ils ont amené un médiateur cette fois, dis-je. Il a cligné des yeux. Un quoi? Un conseiller familial est venu sans y être invité. Il a regardé son partenaire, puis moi. Vous voulez cette ordonnance d'interdiction maintenant? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé aux dernières 24 heures, au texto, à la pression, au plat de casserole, à la première tentative, à la deuxième tentative, au fait qu'ils ne ralentissaient pas. Ils escaladaient. Oui, dis-je finalement. Je la veux. Il hocha la tête une fois. Intelligent. Après leur départ, je suis rentré et me suis assis sur mon canapé. Pas de télévision, pas de musique, juste le silence. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus stressé. J'étais lucide. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'avais pas cédé. Pas à cause de la culpabilité, pas à cause de la pression, pas à cause de la famille. J'avais tracé une ligne et je l'avais fait respecter. Et qu'ils comprennent ou non, ils m'avaient finalement entendu. Lundi matin, j'ai pris un jour de congé personnel et je suis allé directement au palais de justice avec un dossier qui avait épaissi plus que je ne l'avais prévu en quelques jours. Chaque SMS, chaque appel manqué, chaque capture d'écran, chaque extrait des caméras sauvegardées et étiquetées, comme si je savais déjà que j'aurais besoin de prouver quelque chose à quelqu'un qui n'était pas émotionnellement impliqué dans la situation. La greffière a à peine levé les yeux quand je me suis avancé. « Qu'est-ce que nous déposons » demanda-t-elle. « Ordonnance d'interdiction, dis-je, contre 3 personnes. » Cela l'a fait marquer une pause juste assez longtemps pour me regarder. « La famille ? » Quelque chose comme ça. J'ai rempli les formulaires attentivement. Date, heure, incident, m'assurant que rien n'était vague, rien d'émotionnel, juste des faits présentés d'une manière qui ne pouvait pas être déformée plus tard. Et au moment où je l'ai rendu, j'ai senti quelque chose changer à nouveau. Pas un soulagement exactement, mais une structure, comme si j'étais en train de construire quelque chose de solide autour de moi au lieu de simplement réagir. À 10 heures, il était déposé, estampillé, et réel. Une ordonnance temporaire en vigueur immédiatement. Signification sous 48 heures. Une audience prévue dans 2 semaines, et j'ai quitté ce bâtiment, ayant l'impression d'avoir tracé une ligne à l'encre au lieu du sable. Mon téléphone a vibré avant même que j'atteigne ma voiture. Numéro inconnu. J'ai répondu par habitude et j'ai entendu la voix de tante Caroline me dire que ce que je faisais était mal, que je déchirais la famille, que ce n'était pas comme ça que j'avais été élevé, et je ne l'ai même pas laissé finir avant de bloquer le numéro. Un autre message est arrivé d'un numéro différent, puis un autre, et j'ai rapidement réalisé ce qu'il faisait. Il tournait à travers tous ceux qui voulaient bien répondre au téléphone pour eux, utilisant les appareils des autres, la sympathie des autres, essayant de trouver un moyen de passer. Et j'ai coupé court à cela de la seule manière que je pouvais, en bloquant, en mettant en sourdine, en coupant tous les chemins jusqu'à ce que le bruit cesse. Quand je suis rentré, tout semblait normal, ce qui était d'une certaine manière plus troublant que si ce n'était pas le cas, car le calme dans des situations comme celle-ci signifie généralement que quelque chose se prépare en dessous, pas qu'il disparaît. J'ai vérifié les journaux de la caméra par habitude et j'ai vu les passages en voiture.
la voiture de mon père passant devant la maison plus d'une fois. Celle de ma mère aussi, assez lentement pour être remarquée. Sans s'arrêter, juste en tournant en rond comme s'ils essayaient de trouver où étaient les limites maintenant. Et j'ai sauvegardé les images sans réfléchir, car à ce stade, tout était une preuve. Tout comptait. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'Amandine, la seule personne de la famille qui n'avait pas pris parti ouvertement. Et même sa voix semblait prudente lorsqu'elle a parlé. Il y a un groupe de discussion, dit-elle. 40 personnes se disputent à ton sujet. J'ai laissé échapper un petit souffle. Qu'est-ce que tu penses? Il y eut une pause. Puis elle dit doucement. Je pense que tu as fixé une limite et qu'ils ne s'attendaient pas à ce que tu la prennes au sérieux. C'était suffisant. Pas d'accord, pas de défense, juste la reconnaissance que ce que je faisais n'était pas irrationnel. Et à ce moment-là, cela me semblait plus de soutien que je n'en avais eu depuis longtemps. Avant de raccrocher, elle a ajouté une chose de plus. Maman est silencieuse. Cela a attiré mon attention. Silencieuse comment? Trop silencieuse, dit-elle. Et tu sais ce que ça signifie? Je le savais. Cela signifiait la planification. Mercredi soir, l'électricité a été coupée. Pas de scintillement. Pas de surtension. Coupée. Toute la maison est tombée dans le silence et l'obscurité en même temps. Le genre qui vous fait arrêter de bouger une seconde parce que votre cerveau a besoin de rattraper le temps perdu. J'ai attrapé mon téléphone, allumé la lampe de poche et je suis allé directement au tableau électrique dans le garage. Et quand je l'ai ouvert, chaque interrupteur était sur off. Pas déclenché, basculé manuellement. Je suis sorti et j'ai vérifié la boîte externe et j'ai trouvé la serrure cassée, pendante comme si elle avait été forcée. Et à ce moment-là, tout s'est mis en place d'une manière plus froide que tout ce qui s'était passé auparavant. Parce que ce n'était plus de la pression, de la culpabilité ou de la manipulation émotionnelle. C'était une interférence, délibérée, physique, destinée à perturber. J'ai rappelé la police. Même agent. Le même regard sur le visage du plus âgé lorsqu'il a vu le panneau. Ceci a été fait exprès, dit-il. J'ai hoché la tête. Je le pensais. Il a jeté un coup d'œil autour de la propriété. Pas de vidéo. Ils ont coupé le courant d'abord. Il a expiré lentement. Intelligent. Ce mot m'a marqué. Pas de l'admiration, juste la reconnaissance que celui qui l'avait fait y avait réfléchi. Vous allez vouloir une alimentation de secours pour votre système, ajouta-t-il. Et une meilleure serrure sur cette boîte. Je m'en occuperai, dis-je. Et je l'ai fait cette nuit-là. Batterie de secours commandée, serrure renforcée prévue, car s'ils escaladaient, je n'allais pas prendre du retard. Le lendemain matin avant 6 heures, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert l'application. Kevin debout sur mon porche avec une pancarte. Frère m'a enfermé dehors. Il tenait son téléphone en l'air, se filmant, lui parlant comme s'il avait trouvé un nouvel angle, comme si la sympathie publique pouvait remplacer la permission. Comme si assez de gens regardaient, cela le rendrait d'une manière ou d'une autre juste. J'ai appuyé sur l'audio. Kevin, part. Il a levé les yeux vers la caméra, puis vers son téléphone. Vous voyez, elle ne veut même pas me parler, dit-il, jouant pour tous ceux qui regardaient. Je gèle dehors. Il ne faisait même pas froid. Vous violez une ordonnance d'interdiction, dis-je. Partez ou j'appelle la police. Il rit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Vas-y. Alors, je l'ai fait. Là, sans hésitation. Et à la seconde où il a réalisé que je ne bluffais pas, que l'appel était réel, que les conséquences n'étaient pas hypothétiques, la performance s'est fissurée. Il a baissé le téléphone, a regardé autour de lui, puis il a couru dans l'allée jusqu'à sa voiture, parti avant même que les sirènes n'aient eu le temps de s'approcher. J'ai sauvegardé cette séquence vidéo aussi, car à ce stade, il ne prouvait pas seulement mon dossier. Il le construisait pour moi. Les 2 semaines précédant l'audience furent calmes d'une manière qui ne semblait pas paisible, mais plutôt suspendue, comme si tout s'était arrêté pour se rassembler avant le mouvement final. Et j'ai utilisé ce temps de la seule manière que je connaissais, en organisant tout en quelque chose à quoi on ne pouvait pas s'opposer. Date, horodatage, séquence vidéo, message, rapport d'incident,
les captures d'écran du groupe de discussion que Derek m'avait envoyé où il discutait littéralement des moyens d'entrer dans ma maison quand je n'étais pas là. Tout est allé dans un dossier, structuré, étiqueté, propre, le poids émotionnel retiré et remplacé par des faits, parce que je savais que c'était le seul langage qui compterait dans une salle d'audience. Le matin de l'audience, je suis arrivé tôt, je me suis assis sur un banc à l'extérieur de la salle d'audience avec le dossier sur mes genoux, le feuilletant une dernière fois, même si je n'en avais pas besoin, plus par habitude que par doute. Et quand ils sont arrivés, tous ensemble, maman, papa, Kevin, et un avocat qui avait l'air d'avoir déjà décidé que cela ne valait pas l'effort. Je n'ai pas ressenti ce que je m'attendais à ressentir. Pas de colère, pas de panique, juste de la distance, comme si je regardais quelque chose que j'avais déjà vécu et qui ne m'appartenait plus. Quand nous avons été appelés, tout s'est passé rapidement. Le juge feuilletant le dossier, posant des questions d'un ton qui ne laissait pas de place à la performance. Et quand leur avocat a essayé de présenter cela comme un malentendu, comme un différend familial qui avait dégénéré, j'ai vu l'expression du juge rester exactement la même lorsqu'elle a tourné la page et est arrivée aux preuves qui comptaient. Les séquences vidéo, les messages, la planification, les violations répétées. Quand elle a interrogé Kevin sur le message suggérant d'entrer dans ma maison quand je n'y étais pas, il n'avait pas de réponse qui pouvait survivre dans cette salle. Et quand elle a demandé à ma mère si elle lui avait dit qu'il pouvait emménager, le silence qui a suivi en a dit plus que tout ce qu'elle aurait pu expliquer. Cela n'a pas pris longtemps. J'accorde l'ordonnance d'interdiction permanente, dit-elle, sa voix stable, finale, et à ce moment-là, tout ce qui avait été du bruit pendant des semaines s'est effondré en quelque chose de clair. 500 pieds. Aucun contact par intermédiaire, aucun réseau social, sans exception. Les mots sont tombés les uns après les autres comme des serrures qui se referment. Et quand ma mère a commencé à pleurer, demandant comment elle pouvait être tenue à l'écart de sa propre fille, le juge ne s'est pas adouci, n'a pas ajusté, n'a pas accommodé, elle a simplement déclaré ce qui aurait dû être évident depuis le début, que la famille ne prime pas sur la loi. Que les violations répétées et l'escalade entraînent des conséquences et que ce qui s'était passé ici n'était pas un malentendu. C'était une rupture de limite. Quand c'est fini, ils ne sont pas venus vers moi. Ils ne pouvaient pas. Le greffier se tenait entre nous, la distance déjà imposée. Et pendant une seconde, ma mère m'a juste regardé comme si elle essayait de trouver quelque chose de familier sur mon visage, quelque chose qu'elle pourrait encore revendiquer. Et puis elle s'est détournée. J'ai quitté le palais de justice pour le parking et je suis resté là un instant, laissant l'air frapper mon visage, laissant le silence s'installer sans interruption. Et Daniel, qui était venu sans me prévenir, s'est appuyé contre ma voiture avec un petit sourire. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. « C'est fait, dis-je. » Il hocha la tête comme si c'était suffisant, comme s'il comprenait ce que fait signifier d'une manière que la plupart des gens ne comprendraient pas. Et quand il a dit félicitations, cela n'a pas ressemblé à une célébration. Cela ressemblait à une reconnaissance. Quand je suis rentré, tout semblait pareil. La même allée, le même Porsche, la même porte qui avait été testée et qui avait tenu, mais cela semblait différent. Pas plus léger d'une manière spectaculaire, juste installé. Comme si quelque chose qui bougeait depuis longtemps s'était enfin arrêté. Je suis entré, j'ai désarmé le système, j'ai posé mes clés et j'ai préparé du café sans penser à qui pourrait se présenter ou quel message pourrait arriver ensuite. Et c'est là que j'ai réalisé ce qui avait réellement changé. Pas eux, moi. 3 mois plus tard, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres, manuscrite, de la part d'Amandine. À l'intérieur se trouvait une photo de sa famille, souriante, normale, intacte de tout ce qui s'était passé. Et au dos, elle avait écrit une seule phrase. « Tu avais raison. Les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. » J'ai mis la photo sur mon frigo, pas à l'endroit où la famille avait l'habitude d'être, mais à côté des choses qui étaient restées. Une recette que Madame Chen m'avait donnée après m'avoir apporté des raviolis un soir. Une carte postale de Daniel. Une photo d'un événement de travail où personne n'attendait rien de moi, sauf que je me présente comme moi-même. Mon téléphone a vibré. Un message de Madame Chen. Dîner dimanche. Je fais des raviolis. J'ai souri. J'ai répondu par texto, j'y serai. Puis j'ai regardé autour de ma maison, les caméras, les serrures, le système que j'avais construit pour protéger quelque chose qui était à moi, et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'eux de la même manière.
Mais je les ai gardés quand même, car le but n'était jamais juste de garder les gens dehors. C'était de savoir que je le pouvais. Et pour la première fois de ma vie, cela ressemblait à la liberté.